On est aujourd'hui face à une inadéquation entre les besoins de la population dans le domaine de la nutrition et l'offre qui est proposée. Alors c'est valable dans le monde entier, mais notamment près de chez nous, en France. On a aujourd'hui 5% de la population qui est diabétique, avec un vrai besoin d'accompagnement nutritionnel. On a près de 50% de la population qui est en surpoids et 15% de la population qui n'est pas qu'en surpoids mais qui est obèse. Ces personnes ont besoin, c'est les recommandations, d'un accompagnement nutritionnel personnalisé. Et chez celles et ceux qui sont en difficulté, on doit proposer des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Mais on est obligé de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui une offre suffisante pour l'ensemble de la population et beaucoup n'ont pas accès à ces programmes. Soit parce qu'ils sont dans des zones qui sont géographiquement dépeuplées en termes de moyens d'accompagnement nutritionnel, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, financiers, d'adhérer à un accompagnement nutritionnel qui est souvent assez coûteux, soit parce que simplement ce sont des gens qui travaillent, qui sont en période d'activité professionnelle importante et qui ne peuvent pas se libérer pour assister à des programmes d'éducation thérapeutique du patient en face à face. Donc face à cette problématique, on a aujourd'hui un espoir qui est lié aux technologies de suivi à distance, donc tout ce qui est e-santé ou santé connectée, appelons ça comme on veut, et qui, à mon sens, et pour beaucoup de professionnels, peuvent être une alternative chez certains patients au suivi en face à face. Donc c'est vraiment dans ce contexte, pour faire face à cette inadéquation entre les besoins et l'offre en matière d'accompagnement nutritionnel, qu'on a développé et testé un programme d'accompagnement nutritionnel de l'obésité et du diabète avec la e-santé. Dans le cadre du programme ANODE, nous avons ciblé une population de patients diabétiques de type 2, donc les diabétiques qui ont dans plus de 80% des cas un problème d'excès pondéral. Nous avons sélectionné uniquement les patients qui avaient donc cet excès pondéral en particulier au niveau de l'abdomen, donc des diabétiques de type 2 avec une obésité abdominale, cette obésité qui expose particulièrement au risque cardiovasculaire, et on a été assez large en termes d'âge, de 18 à 75 ans, parce qu'on s'est rendu compte dans des expérimentations pilotes que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il n'y avait pas de relation directe entre l'âge et l'envie, la motivation à utiliser des programmes de santé connectés. Donc diabétique de type 2 avec obésité abdominale de 18 à 75 ans, qui était essentiellement en région parisienne parce qu'il y avait plusieurs déplacements à faire pour des rendez-vous médicaux, mais en réalité ça a intéressé bien au-delà de l'Île-de-France puisque des personnes de toute la France ont pu participer à cette étude. Alors qu'est-ce qu'on a proposé dans l'étude ANODE? Eh bien c'était un essai randomisé, donc un essai réalisé vraiment avec toutes les conditions pour que ce soit scientifiquement valide. Un essai qui a été financé donc, sur des fonds publics, puis c'était un projet financé par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ces patients ont été répartis en deux populations, en deux sous-groupes. Les patients qui avaient accès au programme de e-coaching ANODE et les sujets témoins, comme on doit faire dans toute étude où on veut démontrer l'efficacité d'un produit, que ce soit un médicament ou que ce soit un programme d'accompagnement avec un programme d'e-coaching. On a inclus au total 120 sujets, donc 60 dans le groupe e-coaching, 60 dans le groupe témoin. Et les sujets du groupe e-coaching avaient accès donc à un programme, et on a fait le choix d'un programme totalement automatisé parce qu'on pense qu'aujourd'hui c'est ce qui a le plus de chances de trouver un modèle économique, parce que dès qu'on doit faire appel à un soutien humain, et bien là les coûts deviennent importants même si on veut simplement quelques rendez-vous téléphoniques. Donc un programme totalement automatisé qui comporte plusieurs modules. D'abord un module d'enquête alimentaire automatisée, donc où les patients entrent
les données de leur alimentation. Donc c'est quelque chose d'assez sophistiqué avec des photos, avec possibilité de choisir les aliments dans des listes, etc. Et cette enquête alimentaire déjà en elle-même est un outil éducatif, puisqu'elle permet aux gens de se rendre compte de ce qu'ils mangent au quotidien. Deuxième outil, c'est un bilan nutritionnel. Donc à l'aide de cette enquête alimentaire, eh bien, c'est un bilan qui est interprété avec des algorithmes et qui sont basés sur les recommandations nutritionnelles classiques. Troisième outil, c'est un générateur de menus qui fournit donc des menus basés en partie sur les goûts des utilisateurs, qui au fur et à mesure apprend quels sont les goûts des utilisateurs par les choix qu'ils font dans les menus qui leur sont proposés. Et quatrièmement, un programme d'accompagnement pour augmenter leur activité physique et en se basant sur les recommandations des sociétés savantes et l'Organisation mondiale de la santé. Alors là, il ne s'agit pas de montrer des exercices comme je l'ai souvent vu faire par des coachs sportifs bien musclés, baraqués, très élégants, parce que notre population n'est pas une population qui correspond à ce profil-là. Donc on a vraiment fait appel à des conseils délivrés par les éducateurs médico-sportifs, donc qui sont habitués à prendre en charge des personnes qui ont une pathologie chronique, et on ne fait pas faire les mêmes exercices à quelqu'un qui va en salle de sport pour se muscler et pour avoir une super forme, et à quelqu'un qui fait de l'activité physique pour la santé, ce que nous on appelle le sport thérapeutique adapté. Voilà, donc 4 modules qui étaient dans cette version du programme d'e-coaching. La moitié des volontaires donc, avaient accès à ce programme, l'autre moitié recevait des conseils habituels, des conseils généraux sur la bonne nutrition et les recommandations en matière d'activité physique. Et les volontaires étaient suivis pendant 16 semaines, avec donc des évaluations rigoureuses au début de l'étude et des évaluations rigoureuses en fin d'étude. Quand on met en place un programme de e-santé, on est face à toutes les problématiques habituelles, juridiques, bien sûr pour le stockage des données, techniques parce qu'il faut un programme qui fonctionne, qui ne soit pas buggé, parce qu'un utilisateur qui se trouve face à un bug, il ne va pas essayer de le débugger. Troisièmement, le problème du modèle économique, ça c'est évidemment un problème qui se pose à chaque fois qu'on met en place ce type de programme. Alors, pour ce qui est d'un autre, on avait la chance d'avoir déjà un programme qui fonctionnait depuis à peu près 2 ans et qui avait été testé chez des utilisateurs en dehors de l'étude. Pour ce qui est des aspects juridiques, bien, ils étaient également réglés avec un hébergement de données de santé bien sûr sécurisé. Et pour ce qui est de la question du modèle économique, dans le cadre de l'étude ANODE, il n'y avait pas de question puisque c'était un essai clinique qui était financé par des fonds publics. Donc ces 3 problématiques n'ont pas été finalement des freins au moment de l'essai clinique. Ensuite, après l'essai clinique, les choses se compliquent et là on se rend compte qu'il faut faire évoluer les choses. Et aujourd'hui, le programme que nous développons avec les perspectives que nous avons n'a plus grand chose à voir avec le programme initial. Parce qu'avec le temps, bien, on se rend compte que les technologies évoluent, qu'on apprend aussi des utilisateurs en premier lieu, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, des attentes des gens. Il y a des objets connectés qui sortent sur le marché, on se pose la question est-ce qu'on doit les intégrer ou pas, hein. Des fois il faut savoir dire non même quand un objet connecté nous semble intéressant. Donc, il faut bien distinguer les 3 phases dans ces travaux que nous avons menés. Premièrement, le développement d'un programme. Donc ça, le programme a été développé il y a plus de 5 ans. Deuxième phase, l'essai clinique, absolument majeur, parce qu'aujourd'hui, en santé connectée, il faut vraiment faire la différence entre ce qui fait l'objet d'évaluation scientifique et puis ce qui fait l'objet de commercialisation immédiate. Et troisième étape qui est la phase d'évolution pour d'éventuelles commercialisations et des adaptations des programmes pour des utilisations dans d'autres populations que la population cible. Donc aujourd'hui on est davantage dans cette troisième phase d'adaptation des programmes
De nouveaux essais cliniques, puisqu'on va lancer un nouvel essai clinique de nouveau grâce à un financement public et un essai de beaucoup plus grande ampleur. Et on va élargir la population cible pour que petit à petit le programme devienne un programme qui corresponde à beaucoup de problématiques et pas simplement à la question qu'on peut traiter avec ça, le diabète de type 2. Quels ont été les résultats de l'étude ANODE? Eh bien, ils ont été globalement satisfaisants. Ils font l'objet d'une publication scientifique qui est actuellement sous presse, donc qui sera disponible dans une revue internationale d'ici quelques semaines très certainement. Ils ont été présentés à plusieurs congrès, le congrès de la Société française de cardiologie, le congrès de la Société francophone du diabète. Premièrement, c'est un résultat favorable sur le critère principal de jugement, c'est-à-dire ce qu'on voulait avant tout évaluer avec ce programme, une amélioration significative des habitudes alimentaires des utilisateurs. Donc ça a été évalué rigoureusement avec un score diététique validé précédemment par diverses publications scientifiques, et on a une amélioration donc, de ce score diététique chez les patients qui ont suivi le programme ANODE par rapport à ceux qui étaient dans le groupe témoin. Deuxièmement, c'est une évolution favorable au niveau du poids, avec une perte de 3-4 kg dans le groupe coaching par rapport au groupe témoin. De façon parallèle, une réduction du tour de taille, ce qui est un marqueur important parce qu'on sait que le tour de taille est associé au risque cardiovasculaire notamment et puis d'autres pathologies chroniques. Et puis une amélioration, ça elle n'était pas forcément attendue, on n'avait pas l'espoir que ça aille aussi loin, une amélioration de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est un marqueur biologique, celui qu'on utilise pour évaluer l'équilibre, l'efficacité d'un traitement du diabète, avec un effet qui était similaire à celui d'un médicament antidiabétique qu'on prend donc, en comprimé. Donc un effet bénéfique sur l'ensemble des paramètres qui nous intéressent chez les personnes diabétiques. Et on a également mesuré les aptitudes physiques de manière objective avec la mesure de ce qu'on appelle le VO2 max. C'est un paramètre qu'on mesure lors d'un test d'effort qui témoigne des capacités physiques d'un individu et donc de sa santé globale. Et là, on a une tendance à l'amélioration. La puissance de l'étude n'était pas suffisante pour que ça sorte sur le plan statistique, mais une tendance à l'amélioration qui laisse penser que si on avait eu plus de sujets dans l'étude, on aurait également démontré une amélioration donc, des aptitudes physiques. Donc des résultats qui sont globalement assez satisfaisants, avec toutefois des limites qu'il faut mentionner. La première limite, bien sûr, c'est la durée de l'étude. Ce qu'on reproche souvent à ce genre d'études, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment longues, puisque c'est à 16 semaines, et on sait qu'un projet nutritionnel, son efficacité s'évalue au minimum à 1 an, voire à 2 ans. Deuxième limite, c'est que c'est une population qui a été très sélectionnée, puisqu'il s'agissait de sujets très volontaires qui ont déposé leur candidature auprès de notre service suite à des campagnes médiatiques, télévision, radio, presse écrite, et qu'on a inclus des patients dont on pensait qu'ils allaient pouvoir adhérer au programme. Et puis dernière limite, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de patients, à peu près 20%, qui sont des perdus de vue, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné l'étude et dont on n'a même pas pu récupérer les informations en fin d'étude. Il y a une dernière chose à dire aussi, c'est que tout le monde n'est pas un bon adhérent à ce genre de programme. Et je dirais que c'est un peu comme en médecine en général, et ça souvent on a du mal à l'accepter quand on est en dehors du champ du médicament, mais pour moi il y a vraiment des répondeurs et des non-répondeurs, c'est-à-dire quelque chose qu'on a l'habitude de voir avec les médicaments. Vous avez des patients qui, pour un médicament donné, eh bien, on va avoir une très bonne efficacité, et d'autres qui, avec le même médicament, n'auront pas d'amélioration de leur santé. Et bien ça, c'est ce qu'on voit aussi avec de tels programmes. Il y a des gens vraiment qui adhèrent et pour lesquels il y aura une efficacité très nette du programme, et d'autres qui adhèrent peu au programme et pour lesquels il n'y aura pas d'efficacité. Il ne faut pas avoir honte de dire, à mon avis, que ce genre de programme ne peut pas être efficace
chez tout le monde. Et même si, en fin de compte, en proposant ce type de programme à grande échelle, on a ne serait-ce que 15 ou 20% des patients qui sont répondeurs, à mon avis, c'est déjà quelque chose qui permet de dire que c'est très efficace, parce que au coût d'un programme automatisé, il n'y a rien de plus rentable que le programme qui permet d'aider 20% des patients qui sont en difficulté, qui n'auraient pas d'alternative à leur prise en charge. Ce qui est important avec les résultats de cette étude, c'est pas tant les résultats de cette étude elle-même, c'est la preuve de concept qu'un programme totalement automatisé peut être utile chez des patients qui ont certains types de situations, donc diabète avec obésité abdominale. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et faire évoluer le programme. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire depuis plusieurs mois, avec un programme qui s'appelle ObeCoach et qui s'adresse là à une population beaucoup plus large de patients en surpoids avec facteurs de risque cardiovasculaire ou de patients obèses en général. Et ce programme a fait bénéficier de nouveautés technologiques. On y a intégré des objets connectés, mais pas tous les objets connectés qu'on trouve sur le marché, donc ils ont été vraiment sélectionnés précisément. Ce programme est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté au profil de chacun des individus, et il utilise le smartphone, ce qui n'était pas le cas du programme Anode parce qu'il avait été développé uniquement pour les ordinateurs. Donc là on a quelque chose de beaucoup plus adapté, smartphone, tablette, ordinateur. Et on va l'évaluer, puisque la bonne nouvelle c'est qu'on a un financement qui vient du ministère de la Santé cette fois-ci, donc sur concours, dans le cadre du programme hospitalier de recherche clinique, et il va être évalué donc à partir du premier trimestre 2018 sur une population de 320 personnes dans toute la France cette fois-ci, recrutées par des médecins généralistes, parce qu'on considère que l'excès pondéral c'est d'abord pris en charge par le médecin de premier recours, donc le médecin généraliste, et là les patients vont être suivis pendant 1 an, donc toujours avec un modèle d'essai randomisé. La moitié des volontaires vont être dans le groupe e-coaching, donc ObeCoach, l'autre moitié des volontaires vont être dans un groupe témoin. Donc cet essai, ça y est, il est en train d'être mis en place, il va être lancé, et en parallèle, eh bien, on développe des entre guillemets sous-produits du programme ObeCoach qui sont adaptés pour des populations plus particulières, qui sont des patients qui ont un excès de cholestérol, qui sont des patients qui ont une hypertension artérielle, et c'est là qu'on essaie de trouver des partenaires qui seront intéressés à aider au développement de ces outils plus spécifiques, mais qui concernent en fait beaucoup de monde, pour les essayer donc, dans des populations autres que la population de l'étude qui, elle, je l'ai déjà dit, va avoir lieu très prochainement. Comment on peut imaginer l'évolution des solutions de santé numérique dans les années à venir, donc dans ce domaine de la nutrition et de la prévention cardiovasculaire en particulier, mais de la prévention en général? Je pense que ça s'impose comme une évidence qu'on va utiliser ces outils dans les années à venir, mais qu'on est aujourd'hui au tout premier balbutiement. On voit apparaître énormément de projets, de start-up, d'objets connectés. Il n'y a pas une journée sans qu'on ne soit pas informé de développement de tel ou tel outil. Et bien sûr, quand on regarde de près ce qui est fait, de la plupart des cas, on est face à des projets plus que des solutions, et on est face à des outils de communication, de marketing, plus qu'à des outils ayant fait la preuve de leur efficacité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui ont fait la preuve de leur efficacité, très peu de solutions qui sont en cours d'être évaluées. Alors, on ne jette pas la pierre à ceux qui développent ces solutions, ça vient du fait que les financements sont difficiles à trouver, mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut faire un tri
entre ce qu'il faut développer, ce qu'il faut expérimenter, ce qu'il faut diffuser et ce qu'il faut laisser de côté, eh bien, c'est la question est-ce que c'est évalué. Voilà, donc l'avenir, je pense qu'il est, assez clairement, il va faire apparaître des solutions de santé connectée dans tous ces domaines de la médecine. Et je pense que d'ici quelques années, on saura faire le tri entre ce qui doit vraiment faire l'objet peut-être de remboursement par certaines mutuelles, peut-être même par l'assurance maladie, et puis ce qui est du domaine du bien-être, du gadget. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, et moi ce que je voudrais dire c'est méfiance quand on s'intéresse à ces sujets-là, ne pas utiliser tout et n'importe quoi, et pour les investisseurs, faire attention également là où on investit. Moi j'ai vu beaucoup de projets pour lesquels beaucoup d'argent ont été injectés, notamment par certains laboratoires pharmaceutiques. Ça se compte en centaines de milliers d'euros, en millions d'euros, des projets qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit, soit parce qu'ils ont été développés par des personnes qui ne sont pas sur le terrain et qui sont davantage dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing et pas dans le domaine médical, soit avec l'aide de médecins experts mais qui finalement ne sont pas impliqués réellement dans ces projets, ils sont juste impliqués pour faire du conseil à un moment donné, et je pense que ça c'est une erreur. Et je crois que l'avenir c'est que ce soit des médecins qui expriment des besoins pour leur quotidien et qui sachent, faut encore qu'ils le sachent, mais qui sachent travailler avec les développeurs, avec les start-upers pour que des projets qui correspondent à un besoin médical soient développés, et deuxièmement que les solutions qui en découlent soient évaluées par ces mêmes médecins, parce que sans évaluation on peut dire qu'il n'y a rien.